entre 24 et 29 et du coup, la majorité des gens sont la mémoire Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Youkidej avec deux invités qui vont nous parler notamment de supervision. Lionel. Bon, alors moi j'ai mes petits couverts, je ne sais pas si vous avez déjeuné ou pas encore. Le principe du jeu, c'est que chacun de nos invités convives a 10 minutes pour exprimer son propos et puis on pourra se faire 10 minutes de questions-réponses dans la foulée. Je te laisse la place, Martine, pour que tu puisses bénéficier de tes 10 minutes et partager ce que tu souhaitais nous partager. Déjà, merci pour l'invitation à ce déjeuner. La formule est originale. Et je vais vous raconter une anecdote. Peut-être, François, tu t'en souviens. C'est qu'il y a peut-être 15 ou 20 ans, nous avons mangé, déjeuné ensemble, François, dans un restaurant où il y avait des nappes Vichy rouges. Donc, dans votre invitation, ça m'a reconnecté à ce souvenir. Voilà le lien avec François, que je salue au passage. Alors pour la supervision, c'était intéressant aussi peut-être de vous dire quelques mots du contexte dans lequel je suis, puisque là je suis dans un espace où je forme des superviseurs. Et former des superviseurs ou écrire sur la supervision, ça a été un casse-tête. Pourquoi? Parce que, alors je l'ai réglé en partie maintenant, mais pourquoi c'était un casse-tête? J'ai l'habitude de dire que la supervision, c'est un mot valise ou un faux ami. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est la supervision? C'est un mot qui est utilisé dans d'autres domaines. Je viens de l'informatique aussi, donc on pouvait superviser des processus informatiques. Dans les entreprises du CAC 40, par exemple, notamment anglo-saxonnes, le manager s'appelle aussi superviseur et il a un lien hiérarchique. Et puis, dans les métiers de l'accompagnement, la supervision est aussi connue avec d'autres noms comme analyse de contrôle pour les psychanalystes. Ça, c'était il y a quelques années en arrière, quelques décennies. Et puis, c'est aussi utilisé, ça peut aussi s'appeler entretien de relations d'aide et ou psychopédagogique. Donc, pour moi, c'était important peut-être de clarifier que pour moi, la supervision, c'est déjà ce premier geste d'accompagner des coachs ou des professionnels de l'accompagnement pour qu'ils aient un lieu, un espace dédié et qui puissent déjà, venir réfléchir à leur pratique. C'est pourquoi pas à leurs gestes professionnels. Ça peut être aussi bien sûr, le plus souvent la demande c'est, j'ai besoin de prendre du recul par rapport à une situation et puis, ça peut être aussi, j'ai des éprouvés très forts dans telle ou telle situation et j'ai besoin, de les mettre en mots, de les clarifier. Il peut y avoir aussi un espace de dépôt finalement d'une parole. Et donc là, on est dans une situation sans lien hiérarchique, contractualisée, par un nombre de séances, un tarif, et dédié à, cet espace qui permet de prendre du recul et de réfléchir. Donc parler de supervision, ça suppose, est-ce que je vous parle en tant que superviseur? Est-ce que je vous parle en tant que moi-même usager de la supervision? Puisque je suis aussi, supervisée, régulièrement. Et du coup, je serais intéressée, bien sûr, par vos questions. Ce qui m'a amusée, c'est aussi le titre donné à ce déjeuner, puisque bouillon de supervision infusé, qui plus est. Donc là, on est dans la complexité, va bien avec ce que je viens de vous dire sur cette histoire de mots valises. Alors, je me suis amusée, bien sûr, à regarder qu'est-ce que c'était un bouillon. Et un bouillon, finalement, c'est de l'eau, on met du sel, on met des arômes, on met des légumes, on peut mettre de la viande. Petit, clin d'œil, c'est que si on met de la viande, il y a des yeux dans le bouillon. Comme en supervision, il y a des yeux qui regardent. Et en fait, ce bouillon, on peut aussi en manger les ingrédients, les légumes, tout ce qui est à constituer et ce bouillon, il reste et il peut rester très savoureux selon les ingrédients qu'on a mis, ou moins savoureux, heu, mais il peut aussi servir à d'autres plats. Donc je trouve que la métaphore est intéressante parce que la supervision n'est pas une fin en soi. La supervision, c'est un espace contenant où les personnes vont oser exprimer leurs difficultés, oser, poser une parole
et dépasser même, l'exposition, la honte de ne pas avoir su faire ou la peur, surtout en supervision collective, de s'exposer devant d'autres et en franchissant ce oser, ça va permettre à tout un chacun, en supervision, de se préparer à retourner voir son client, en ayant retrouvé, j'aime bien dire, les 2 pieds sur terre, pour retrouver ses capacités d'accompagner. Et pourquoi est-ce que nous perdrions nos capacités d'accompagner? Souvent, c'est quand, l'émotionnel, se trouve touché et tout ce travail sur l'émotionnel pour le mettre en mots va être intéressant en supervision, pourquoi? Parce que cet émotionnel, il peut parler de nous, d'une histoire que nous revivons, qui est liée à notre histoire de vie, ou bien il peut parler de ce que nous captons à notre insu de la situation apportée par le client et puis, des solutions que ce client, nous emmène à travers la relation qu'il crée avec nous et tout ça, ce sont les ingrédients finalement et une fois qu'ils ont été accueillis par le superviseur, eh bien les personnes repartent, avec la disponibilité, normalement de leurs, capacités habituelles qui ont pu être mis en travail, élaborés et déposés. Donc ça, c'est en tant que superviseur que je parle. Si je parle en tant que supervisée, je pourrais parler aussi peut-être de moi-même, les questions que je pouvais me poser parce que je me les posais, mais je ne savais pas les décrypter toute seule. Donc, l'aide du superviseur, elle peut se situer, à 3 niveaux. C'est soit j'ai été internalisée par une situation et je vois plus que je suis comme la grenouille, hein, dans l'eau, puisqu'on est en cuisine, un bouillon de grenouille, où l'eau se met à chauffer. On connaît tous cette métaphore, hein. On fait chauffer l'eau et puis la grenouille, elle s'aperçoit pas que l'eau chauffe et qu'elle oublie d'en sortir et puis elle meurt. Bon, je crois que c'est faux dans la réalité, mais la métaphore, elle est intéressante. Alors que si on la mettait tout de suite dans l'eau chaude, elle sortirait tout de suite. Donc, pour ma part, quand je me fais internaliser, attraper, c'est cette parole déposée auprès d'un superviseur qui me renvoie la balle, qui réfléchit avec moi. Et j'ai eu plusieurs superviseurs. Donc, superviseur systémicien, j'apprécie beaucoup de voir comment un systémicien peut me remettre en interaction avec ma façon de penser les situations clients. Si j'ai un superviseur psychanalyste, je vois bien qu'il va aller chercher des éprouvés que j'ai pas su mettre en mots pour m'aider à mettre des mots. Si j'ai un superviseur gestaltiste, il va essayer aussi de me faire vivre des situations inéprouvées. Si j'ai un superviseur phénoménologiste, il va plutôt être attentif à ce qui se passe dans l'antre, dans cette relation, pareil, qu'on peut essayer de capter, ressentir. Si j'ai un superviseur philosophe, donc peut-être le message que j'ai envie de faire passer là, c'est, que nous avons le droit quand on est supervisé, de poser quelques questions à notre superviseur pour lui demander quelle est sa pratique, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il propose. C'est intéressant de changer de superviseur au bout de quelques années pour aller se nourrir avec d'autres ingrédients qui sont la singularité du superviseur. Voilà, donc c'est un monde assez infini. Et du coup, je repars avec ce bouillon et ce qui reste du bouillon qui va pouvoir accompagner un plat de riz pour lui donner de la saveur ou finalement, être bu simplement pour se désaltérer et retrouver de la clarté en soi. Alors le mot infusé, associé infusé à bouillon, ça se complique. Donc du coup là, ce serait, quelle est l'essence même? Et l'essence même pour moi de la supervision, elle se elle se connecte à un sens plus profond que la part professionnelle. Moi-même, je suis citoyenne, du monde, dans des métacontextes, très difficiles et je voudrais mettre l'accent sur le fait qu'en ce moment, je reçois beaucoup de superviseurs très angoissés par le futur, par, les transformations et les métamorphoses de la planète, par, les combats, les guerres, toute cette politique qui fait qu'on peut il y a pas simplement les relations avec nos clients qui viennent nous encombrer ou nous faire réfléchir et que c'est important, y compris en supervision, d'avoir ce lieu pour déplier notre pensée, pour déplier nos angoisses, pour déplier ce qui peut être anxiogène, de manière à retrouver l'énergie vitale. Alors, peut-être que le superviseur n'a pas à avoir d'intention pour son client.
Pour ma part, je suis sensible à regarder avec quoi les personnes arrivent et de retrouver, quelque chose de probablement plus existentiel, cette énergie de vie, cette énergie vitale. Nous sommes en vie, le match n'est pas fini. Il y a des tas de mouvements, de résistance, pas au sens, je résiste à l'homéostasie, mais de résistance par rapport à des choses que nous n'acceptons pas. Et je trouve que la supervision, elle peut être aussi un lieu pour, déposer ces récits, pour déposer, par quoi nous sommes traversés, pour, en avoir d'autres lectures et de pas se laisser agir par de l'impensé. Et l'impensé, c'est soit parce qu'on prend pas le temps de le penser, soit parce qu'il y a trop de confusion dans ce que nous éprouvons et cette mise en mots va permettre d'élaborer et d'élargir, de faire des hypothèses. Donc, il y a une vertu aussi à la supervision. J'ai beaucoup de participants que j'ai en formation, ils disent: «Mais finalement, c'est un anti-fragilisant». C'est l'amorosité, c'est un anti fragilisant, par rapport aux construits sociaux que nous pouvons aussi, nous fabriquer. Il faut voir que nous sommes aussi chacun dans des civilisations ou des histoires de vie qui nous ont amenés à développer plus ou moins telle ou telle valeur et que ces valeurs, quand elles sont heurtées, elles nous handicapent. Nous sommes aussi avec des défis éthiques. J'en parle dans un des podcasts, qui va bientôt sortir sur la supervision et l'éthique et j'aime bien que cette idée qu'on peut reprendre, possession de soi, revenir en soi, dialoguer en soi et le tiers extérieur du superviseur, qui renvoie cette balle, qui nous fait des propositions, c'est une manière aussi de grandir, de se transformer et d'aimer la vie et de penser que la vie, elle est là. Alors se nourrir avec, un bouillon, ce serait effectivement, se laisser surprendre aussi par la saveur de ce qui pourrait arriver, de ce qui pourrait advenir. Je vois cette salle de restaurant. Hem, c'est aussi cette convivialité de s'attabler et aussi de réfléchir ensemble. Qu'est-ce qui se passe dans un restaurant? Nous goûtons des plats, nous goûtons des saveurs, nous nous nourrissons parce que nous avons faim et quand le repas est partagé, nous voyons comment, finalement par cette, convivialité, ces liens qui se créent, surgissent, d'autres univers aussi et d'autres façons de penser les choses. Donc, Martine, oui, le temps passe vite et puis on sent que oui, tu es passionnée, mais là je sors mes petits couverts. On oui. t'offre encore peut-être une minute pour clore ton propos et puis comme ça on pourra passer dans une phase de questions-réponses. Je pense que j'avais fini. Peut-être ma conclusion serait, comment la supervision, permet de goûter l'art de vivre. Merci Martine. Alors, est-ce que vous avez des questions, chers participantes et participants, sachant que je vous ai mis dans le chat les liens vers les différents podcasts de Martine, puisque maintenant il y en a un certain nombre. Vous allez pouvoir avoir des explications sur ce qu'est la supervision. En attendant, peut-être que quelqu'un se Séquence lance de 10 avec... minutes de questions-réponses. Voilà. En attendant que quelqu'un se lance, moi j'ai une question, Martine. Juste au moment où tu es arrivée tout à l'heure, tu nous partageais que tu sortais d'un moment relativement émotionnel avec une personne que tu as accompagnée en supervision dans le cadre de la formation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu de quelques mots? Oui, mais c'est un exemple que je rencontre, assez souvent actuellement. Ce sont des situations apportées par plusieurs supervisés et là, je viens de le vivre de manière assez intense, d'une personne qui apporte une situation, qui a fini son contrat de coaching et qui s'est bien passé, bien fini et quelques mois plus tard, il est rappelé par ce client, cette personne et qui se retrouve dans un contexte qui a été complètement chamboulé, qui n'est plus du tout en contrat, de quoi que ce soit avec ce coach et qui lui explique, une situation dramatique à cause de ce contexte, chamboulé et et qui se retrouve en pleurs et accueilli par ce coach qui n'a plus de contrat
et qu'il accueille pendant et qu'il écoute pendant 1 heure. Et cette personne pleure et le coach aussi, tellement, il est ému par la situation et être en supervision avec, cette personne qui me parle de ses pleurs, qui me parle de comment il a été chamboulé. Bien sûr que je me suis laissée aussi attraper volontairement par quoi finalement? Plutôt par l'humanité. Je me suis dit: «Mais comment ce coach, est-ce qu'il se rend compte qu'il a réussi à créer un espace de parole tellement contenant que la roue de secours, la personne à qui cette personne seule en situation tellement difficile, à qui elle va en parler, elle pense à ce coach. Et pourquoi elle pense à ce coach? Parce que ce coach a créé une relation de confiance telle que ça a été possible de recevoir cet appel. Et je pense pas que ce coach a répondu en tant que sauveur. Il a répondu en tant qu'être humain qui est alerte à la personne en danger et qui a ouvert complètement cet espace de parole pour cette personne. Et moi, en tant que superviseur, l'entendre, je suis touchée en premier par cette partie-là. Après, c'est comment, bien sûr, ce coach va probablement pouvoir, reproposer, un contrat plus formel pour que cette personne ait vraiment un espace qui se formalise à l'intérieur de l'entreprise ou en dehors de l'entreprise. Est-ce que ce sera lui? Est-ce que ce sera une autre personne? En tout cas, il y aura un certain nombre de mesures, à prendre et c'est ça la supervision, c'est comment à la fois on peut être sensible aux éprouvés, comment ce que nous font vivre nos nos clients, ils nous font vivre aussi ce qu'ils font vivre, aussi à d'autres et comment tout ça, ce sont des ressources pour avoir des idées pour travailler et je sais que là, je vais retourner après, avec, les élèves superviseurs qui aujourd'hui vont emmener des cas, qui vont apprendre à utiliser la supervision, pour faire face à tous ces éprouvés. On a parlé de marginalité séquente aujourd'hui. Et cette marginalité séquente, c'est comment on est à la fois dans les systèmes avec nos clients, sans complètement aller dans ce système-là, en restant aussi dans notre système d'accompagnant pour retrouver du recul par rapport à tout ça. Je sais que François Balta parle de juste proximité. J'aime bien cette expression. Moi, je parle plus de juste distance, mais juste proximité, c'est joli. De manière à la fois goûter le bouillon vraiment de l'émotionnel pour en faire une ressource de travail avec nos clients. Et c'est ce que j'ai fait bien sûr avec ce coach qui est reparti avec des prises de conscience sur par quoi il a été touché et aussi des propositions de travail avec la personne qui était effectivement en danger et qui va avec des dispositifs d'alerte qui vont pouvoir être, mis en action après le temps de sidération passé, parce qu'il y a eu de la sidération. Martine, merci. Le temps passe vite et on est toujours inquiet du temps. Kamel, Hélène, les deux Hélène avec une formulation différente. Renaud, Christelle, Valérie, Corinne, Geneviève. Est-ce que vous avez des questions pour Martine? Ça peut être des questions ou voire même des résonances ou des ressentis qui peuvent être partagés. Si je peux me permettre, je voulais lever la main, mais je trouve pas sur Zoom le signe lever la main. Allez-y, Hélène. Martine, merci pour ces métaphores, ça me parle. Est-ce que j'ai pas entendu, vous avez dit marginalité, quelque chose? Séquent, Et pardon? la marginalité séquente. Séquent, 50. c'est un Est-ce- concept géométrique qui coupe. C'est-à-dire que le marginal séquent, c'est celui qui est à la fois à la marge d'un système, mais qui est aussi à la croisée quand on crée, des parallèles. Les parallèles ne se rencontrent jamais, mais quand on fait des perpendiculaires, il y a toujours un moment où il y a cette rencontre à la croisée des chemins. Et le marginal séquent, il peut être à la fois dans un système et comprendre ce qui s'y passe, à la fois à la marge, à la fois dans un autre système. Et le fait d'avoir toute cette compréhension de différents systèmes peut lui permettre peut-être de voir des choses qu'il ne verrait pas s'il était que dans son système-là. Hmm, d'accord, merci beaucoup.
Je- J'imagine que je trouverai des explications de ça sur Internet. Il y a un Oui, alors oui, Marginalité Croisier. 50. Oui, Oui, Croisier est un des auteurs principaux, il n'est pas le seul. Et puis, il y a un podcast où je parle de la marginalité séquente. et justement, merci. je l'ai mis en note. Je l'ai mis en note de ce chat. Vous retrouverez, Hélène, le lien vers l'épisode où Martine parle effectivement des marginaux séquents, Merci. avec joie. Peut-être Martine parler de la supervision individuelle et collective, parce que c'est souvent en fait un grand questionnement pour les coachs qui ont envie d'être supervisés, surtout quand ils commencent. Vaut-il mieux être supervisé en individuel, en collectif ou les deux? Alors déjà, ça dépend, cher ami, des besoins que l'on a avec la supervision individuelle. On a une intimité avec le superviseur et peut-être une possibilité de se dévoiler plus facilement, exercice un peu plus délicat en supervision collective. Et pour ma part, je distingue deux formes de supervision collective. Il y a une supervision collective où le superviseur est en étoile. Je trouve que c'est très intéressant parce que le superviseur va tour à tour superviser une personne, puis une autre personne, puis une autre personne, même s'il fait appel au groupe et que le groupe participe, ça reste le superviseur qui reste central et qui supervise. Et ça, c'est très intéressant parce que on peut voir le superviseur travailler. Et si on connaît son corpus théorique de référence, c'est très modélisant, c'est très inspirant par mimétisme de voir. Et puis, il y a encore une autre forme de supervision collective que j'appelle de groupe, où là, le superviseur n'est pas en étoile, mais il fait travailler l'ensemble du groupe qui apporte ces situations pour créer de l'intelligence collective et de l'élaboration collective. Et ça, c'est intéressant pour les coachs d'équipe qui travaillent avec des équipes et en équipe de coach parce que ils vivent qu'est-ce que c'est que d'être dans un groupe à créer ensemble et à élaborer ensemble. Donc c'est une autre forme. Alors, je pense à Alain Cardan qui est vraiment dans cette forme de supervision. Je crois que François Balta parlerait mieux de la première supervision en groupe où je sais que François, tu donnes énormément de toi dans les supervisions. Donc c'est deux façons. Et je pense que c'est intéressant d'avoir tôt ou tard dans son parcours professionnel eu accès à ces trois formes de supervision. Elles apportent pas les mêmes choses. Il nous reste une petite minute pour une dernière question avant de laisser la place à François. Donc, ce qui fait dans l'absolu une question de 5 secondes et une réponse de 55 secondes. Peut-être par rapport à quelque chose qui est un petit peu à la mode quand même, c'est le coaching, enfin la supervision de coaching d'orga. Supervision de coaching d'orga, Ouais, le coaching d'organisation. pour être courte, suppose d'avoir de bonnes connaissances en systémique, en corpus théorique et en approche des organisations. Euh, Ça va être une réponse courte. Euh, et c'est de jongler avec les systèmes, les sous-systèmes, voir comment ils sont en interaction ou pas. Et est-ce que le coach d'orga, souvent il a cette compétence, hein, et c'est voir avec quel corpus théorique il travaille. Est-ce qu'il a besoin de compléments de corpus théorique et puis après, par quoi il se fait choper dans le système. Souvent, quand on intervient en coaching d'orga, on se retrouve à vivre ce que les personnes vivent. Et là, la supervision va être importante pour décoller de l'instrumentalisation, de l'internalisation, de la contamination, et en même temps pour en faire un diagnostic et qui va nous permettre d'agir derrière. Merci Martine d'avoir tenu le timing pour ta partie et nous passons donc à François Balta. Merci beaucoup Avec Martine. juste peut-être une petite chose, parce que Martine, tu nous disais que j'ai mes couverts, que tu devais nous quitter vraiment à 13h30. Peut-être qu'on peut faire le lien entre toi, Martine, et toi, François, c'est-à-dire ce qui vous unit, et peut-être les points communs rapidement, avant de laisser... donc, on te laisse passer les plats, Martine, en quelques secondes, sur les liens invisibles qui vous unissent. C'est quand même qu'on s'est croisés pas mal, on se recroise souvent. D'ailleurs, on est deux marginaux séquents qui on séquente de temps en temps.
Euh, Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt en quoi on est différent et ce qui nous enrichit. Et je trouve que là, Martine a bien expliqué à quel point elle a une vision générale, globale, ouverte sur la supervision. Moi, paradoxalement, je pense que ma référence est systémique, mais que j'ai un point d'appui, un point d'entrée beaucoup plus étroit, beaucoup plus rétréci. J'ai moins cette vision de la boussole où on voit un peu tout. Et j'en dirai deux mots, mais je pense que j'ai toujours plaisir en tout cas à t'écouter et à te retrouver, que ce soit à travers tes écrits ou à travers des occasions de rencontres comme ça, orales, qui nous sont données. Voilà. Bon. Mais ça fait longtemps, effectivement, moi j'ai pas mesuré le temps, mais ça fait très longtemps qu'on se fréquente et qu'on se connaît. Ouais. Et je dirais que quand je parle de toi, François, c'est de dire que c'est une partie de la systémique que je trouve très importante, c'est un travail de dentelle. C'est comment, au lieu de travailler sur la demande, comme on le ferait en coaching, c'est un travail où, en travaillant en demande, on fait déjà travailler la personne. Et c'est pour ça que je parle de travail de dentelle. Et c'est systémique, mais c'est un systémique avec une personne qui élargit au fur et à mesure la conscience du système dans lequel elle est, me semble-t-il, et qui trouve la solution euh, enfin la solution. On Il y a une avance, acceptation inconditionnelle de la personne aussi dans ton travail, François, qui est une partie du travail. et qui fait Qui partie du permet de travail. faire toute la transition nécessaire pour qu'on puisse t'écouter pleinement, Alors, François. je vais réduire la focale et je voudrais juste vous raconter une petite histoire qui s'est passée il y a 25 ou 30 ans et qui m'a finalement qui fait que je suis devenu superviseur alors que c'était pas du tout mon intention au départ. C'était pas le but, ce que je m'étais fixé. J'étais de garde, je remplaçais, j'avais un remplacement, j'étais jeune interne, je faisais un remplacement dans un foyer de nuit pour des malades en réinsertion, et je tombe sur un patient que j'avais eu à l'hôpital, que j'avais connu à l'hôpital, un jeune homme qui était interne. Je lui dis, tiens, comment ça va? Il me dit, oh bah ça va pas mal, mais ça va pas mal. Et puis il commence à se plaindre de son psy qui n'était pas très compréhensif. Comme j'avais un peu de temps, on avait du temps devant nous, j'avais rien à faire de particulier ce soir-là, je lui dis, bah écoute, ça m'intéresserait que tu me montres qu'est-ce que ce serait un bon psychiatre pour toi. Et je mets deux chaises, le truc de la Gestalt, je mets deux chaises et je l'invite donc à me montrer comment un psychiatre pourrait s'occuper de lui et que ce serait un bon psychiatre pour une fois, puisqu'il avait l'air de se plaindre des suivis qu'il avait. Et puis commence le dialogue. Et le psychiatre est assez confrontant, lui remonte les bretelles, est plutôt critique, lui donne des conseils, et ça s'anime très très vite. Il passe d'une chaise à l'autre, on sent que la tension monte, et à un moment, il bondit de la chaise du thérapeute, du psychiatre, à la chaise du patient, et là il se lève et il dit, devant la chaise vide, il lui dit, là, vous allez trop loin. Bon. Alors, effectivement, ça s'est arrêté là. Et je lui ai dit, c'est bon, c'est intéressant parce que ça n'a pas l'air d'être facile d'être un bon psychiatre pour vous. Et puis, on en est resté là. Puis j'ai continué mes réflexions de mon côté et j'en suis venu à une idée qui est qu'au fond, l'obstacle à ce que les gens aillent mieux, il n'est pas, c'est toujours les gens nomment des obstacles extérieurs, mais c'est souvent à l'intérieur. Ce qui fait que pour un certain nombre de patients qui sont venus me voir ensuite, quand ils me disaient qu'ils avaient déjà une expérience de la psychothérapie, ça n'avait pas rapporté grand-chose, que ça ne les avait pas aidés, mais un petit peu, mais pas grand-chose, je leur disais, moi, je ne vous prends pas en thérapie, je vous prends en supervision. La seule personne qui est 24 heures sur 24 avec vous, c'est vous. Donc, je m'occupe de la personne, de la partie de vous qui prend soin de vous, mais je ne m'occupe pas de vous. Et je mettais les deux chaises, et du coup, ça me permettait, comme j'ai un caractère assez mismatch, plutôt confrontant, paraît-il, c'est ce qu'on me dit, moi je pense que c'est plutôt généreux de ma part, mais bon, c'est pas toujours bien reçu. Du coup, ça me permettait à la fois de soutenir le patient dans sa difficulté, d'avoir de l'empathie, et en même temps d'engueuler la partie qui, soi-disant, prenait soin de lui et qui n'arrêtait pas de le blâmer, le dialogue intérieur que chacun a avec soi-même n'est pas toujours tendre.
C'est pas, alors les psychanalystes diraient qu'il y a un surmoi un peu vachard, les transactionnalistes diraient qu'il y a un parent critique qui est toujours à l'affût. Enfin, chaque terminologie, il y a plein de terminologies différentes. Mais toujours est-il que prendre soin de soi, c'est une tâche difficile. Et là, on rejoint la systémique. Pourquoi? Parce qu'on a des besoins contradictoires. Euh, Au point où j'en suis, moi je résume ça à deux besoins essentiels. Un besoin de sécurité qui est habituellement à voir avec l'appartenance, avec la conformité, le fait d'être dans un groupe qui nous protège et qui nous soutient. Et puis un besoin de reconnaissance qui est un besoin de singularité, d'individualité. Sauf que les deux peuvent tomber dans leurs excès. L'excès de l'appartenance, c'est la fusion et on disparaît. Hein, c'est la fameuse blague que Coluche citait souvent, c'est s'aimer, c'est ne faire plus qu'un, mais lequel? Et là, la fusion, c'est quand même c'est dangereux. Puis de l'autre côté, la singularité, la reconnaissance mon unicité, mon côté unique, fait que je peux aussi me retrouver tout seul, complètement isolé, tout seul. Donc entre fusion et solitude, comment trouver une façon d'être avec tout en existant dans des processus de reconnaissance réciproque? Et là, on est nécessairement en tension. À chaque instant, est-ce que je m'affirme dans ma différence ou est-ce qu'au contraire, j'appartiens dans la conformité? Donc, il y a toujours un ajustement qui est en permanence remis en question. La liberté que je prends ou que je me donne ou que je m'accorde ou que je me refuse, c'est toujours en jeu. Donc, l'idée, c'est que prendre soin de soi, c'est quand même la tâche la plus rude. C'est facile de dire à quelqu'un arrête de fumer, fais de la gym, mais le faire soi-même, quand on est fumeur, c'est plus dur. Ou s'imposer des contraintes de santé, c'est quand même plus difficile. Donc l'idée, c'était de séparer la partie qui doit prendre soin de soi et la partie qui est soignée plus ou moins bien, de les séparer et de les mettre en dialogue et moi, de me mettre en tiers, c'est-à-dire comme superviseur, je disais, je vous prends en supervision, ça me permettait d'engueuler la partie soi-disant autothérapeutique qui faisait mal son boulot ou qui en tout cas se rendait pas compte qu'elle était particulièrement critique, dévalorisante, effrayante et pas du tout soutenante, aidante, compréhensive avec l'autre. Et je trouve que c'était beaucoup plus confortable pour tout le monde et pour le patient qui pouvait exposer ses contradictions et en même temps voir qu'il y avait une prise en compte de sa souffrance et en même temps une prise en compte des efforts qui étaient faits pour l'aider, mais qui se révélaient finalement questionnés parce qu'ils n'étaient pas du tout aidants. Et j'ai souvent employé ce modèle-là, ce qui fait que finalement, je me suis retrouvé superviseur de fait, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas de formation à la supervision, et puis c'était pas reconnu comme dans un cadre de thérapie. Donc c'est un peu pour brouiller les frontières. J'aime bien un peu franchir les frontières. Je trouve qu'elles sont importantes, mais pas pour devenir des murs, pour pouvoir les franchir, passer d'un côté de l'autre. Et du coup, euh, être superviseur, c'est aussi une façon, dans ce cadre de la thérapie, c'est une façon de brouiller un peu les cartes, mais c'est aussi une façon de ne pas tomber dans l'illusion que c'est à moi de prendre soin du patient. C'est à moi de l'aider à prendre soin de lui. Mais ce n'est pas du tout la même chose de l'aider à faire des choix, de l'accompagner dans la difficulté de ses choix, et puis dans l'idée de nous savoir. Or, on est quand même dans des postures, on est hyper bardé de formation, et du coup, ça nous transforme en sachant. Et on croit que savoir comment la personne doit bien faire. Et je trouve que ce n'est pas du tout la même chose d'un parcours où on découvre avec la personne comment elle va prendre soin d'elle, au mieux, que d'avoir des solutions toutes prêtes, c'est-à-dire qu'il y ait de l'usinage où on leur dit, voilà, ça c'est OK, ça c'est pas OK, tu fais comme ça et c'est bien. C'est pas vrai. Il y a rien qui soit bien dans toutes les circonstances, dans l'absolu. C'est bien dans un certain contexte et la chose qui est bien dans un certain contexte devient effroyablement nulle et mauvaise dans un autre contexte. Donc c'est un travail qui aussi, je trouve, cette posture de se mettre comme un superviseur de mon client, que ce soit en thérapie ou n'importe quoi, c'est une façon de sortir de cette idée de toute puissance que nous, on aurait des solutions pour l'autre. On peut avoir des idées de solutions, mais avoir des idées de solutions, habituellement, ce qu'on leur refile, c'est que les solutions qu'on a trouvées bonnes pour nous. Mais elles ne sont pas universelles. Voilà. Donc,
ça met un petit peu la barre différente. Donc, pour moi, la supervision, je la limite à quelque chose qui est un professionnel vient me voir en dehors de la thérapie, donc ce mixte entre transformer la thérapie en séance de supervision. Mais quand les gens viennent me voir en supervision, c'est pour s'améliorer en tant que professionnel. Il y a une idée qui a été beaucoup développée par le courant du développement personnel, qui est que si on se développe personnellement, on va devenir un meilleur thérapeute. Non, on devient peut-être un meilleur modèle, mais pas nécessairement un meilleur thérapeute. Par contre, je pense que si on devient un meilleur thérapeute, c'est-à-dire qu'on accompagne mieux les gens qui viennent nous voir, ça ne nous empêchera pas de devenir une meilleure personne. Mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un préalable. On n'est pas obligé d'atteindre la sainteté pour pouvoir aider les gens. Donc, on le voit bien, il y a cette idée que, quelque part, est-ce qu'on peut accompagner quelqu'un dans des difficultés qu'on n'a pas résolues nous-mêmes? Oui, peut-être que justement, accompagner quelqu'un dans des difficultés qu'on n'a pas résolues, ça peut nous aider à les résoudre parce que lui, il a peut-être d'autres idées sur comment s'y prendre, comment faire avec. Et du coup, il y a une espèce de réciprocité, même s'il y a une asymétrie dans la relation de supervision, il y a une égalité dans le fait qu'on est tous des humains en difficulté parce que vivre, c'est pas si évident que ça, c'est pas si facile que ça. C'est pas yaka, et puis il y a oui, il y a des valeurs, mais les valeurs, c'est toujours des absolus qui peuvent devenir assez facilement persécuteurs. Donc, faut se méfier. Les valeurs, faut les recontextualiser. Et si on les décontextualise, elles deviennent absolument insupportables. Voilà. Donc, c'est un peu le projet que j'avais là aujourd'hui, c'est juste d'apporter cette idée que la frontière entre thérapie, supervision, coaching, les frontières, il faut savoir des fois un peu les transcender, les dépasser. Dans l'exemple que Martine donnait tout à l'heure là, de la séance de supervision, ce que je trouve intéressant, c'est la frontière entre une relation contractualisée et puis ce que j'appelle une relation de don, où il y a une générosité qui ne se mesure pas, où il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de prix. Mais effectivement, si on veut que la relation ne soit, ce n'est pas une relation purement amicale, à un moment, il va falloir reformaliser, renégocier qu'est-ce qu'on met en place pour cet accompagnement. Ou ça devient un accompagnement amical, et là, il n'y a pas intérêt à contractualiser quoi que ce soit. Les amis, on est dans le don, on n'est pas dans tu me payes la séance et puis ça dure tant de temps. Non, des amis, on fait ce qu'on peut, comme on peut, ensemble. Donc, je trouve que c'est un exemple intéressant, là aussi, qu'il y a une frontière entre le contractuel, ce que j'appelle le donnant-donnant, et puis la gratuité du don, cette générosité qui est liée justement à la confiance, à la relation. Voilà. On doit être dans les temps. Absolument, un peu dépassé, mais j'affûte mon couteau. Merci François. Y a-t-il des questions pour François? Et merci. Méfiez-vous, je peux avoir des réponses, hein. Moi, j'ai beaucoup aimé. On n'est pas obligé d'atteindre la sainteté pour. Pour se mettre au boulot, hein. Ouais, ouais. J'aime beaucoup cette phrase. D'autant plus que ce n'est pas nos intentions d'être aidants qui sont nécessairement aidantes. C'est ce que la personne va faire de ce qu'on dit. Plein de fois, moi, en fin de thérapie, je demandais souvent aux patients, qu'est-ce qui a été un moment important pour vous? Ça n'a jamais été ce que moi j'ai cru être important. Jamais. Ça a toujours été des trucs qui sont passés discrètement, où l'autre en a fait son miel, mais en dehors et à l'insu de mon plein gré, quoi. Moi, j'ai une question, François. Tu n'es pas toi-même coach. Par contre, tu fais de la supervision, notamment de coach. Est-ce Oui. que est-ce que c'est simple d'avoir justement ce regard de superviseur à un endroit où toi-même, tu n'as pas nécessairement pratiqué le coaching? C'est d'autant plus simple que, et effectivement, n'étant pas coach, j'ai pas de solution à leur proposer en tant que coach. Donc, par contre, j'ai un modèle de. Comment je suis venu à cette idée-là, à travailler avec des coachs? Pour un truc tout simple, tout bête, c'est que on m'a sollicité une fois pour faire une intervention auprès de consultants d'entreprise. J'ai fait une matinée, ça leur a plu, et du coup, on a monté tout un programme de formation. C'était je trahis personne, c'était pour des consultants de la Ségos, qui eux faisaient du coaching.
Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que moi j'apportais un outil, la systémique, pour essayer de réfléchir aux situations, la façon dont on est impliqué dans les situations de nos clients. Et puis, j'avais des retours extrêmement rapides. À l'hôpital, les retours, c'est on réfléchit, allons-y doucement, et un an après, tu as un feedback. Tu sais si ce que tu as fait, est-ce qu'on va continuer, pas continuer. Là, le lendemain, les gens que j'avais en formation, ils me retéléphonaient en me disant, ça a marché, ça n'a pas marché, il y a tel truc. Et donc, j'ai trouvé que ces retours étaient extrêmement... plus le feedback est rapide, plus on corrige facilement les choses. Donc, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et je me suis rendu compte que mon côté un peu confrontant, avec les malades, c'est bien parce qu'on peut se parler franchement. Dans la vie sociale, on est obligé de faire attention. Avec les patients à l'hôpital, il y a des relations beaucoup plus directes, beaucoup plus simples, je trouve, finalement. Il y a moins de jeux, il y a moins ce jeu social. Il y a des jeux différents, il y a les jeux de la maladie, mais il n'y a pas ce jeu social de attention, voilà. Donc, je me suis rendu compte qu'en deuxième zone, j'étais beaucoup plus pertinent et efficace que directement les codes de l'entreprise, je ne les connais pas vraiment. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas de faire du coaching de dirigeants ou des trucs. Par contre, accompagner des gens qui font ce travail-là, je trouve que c'est une place dans laquelle je me sens beaucoup plus juste et beaucoup plus utile. Donc, et comme il y a les réponses que j'obtiens, enfin ceux qui acceptent de travailler avec moi, apparemment, ils y trouvent leur compte. C'est comme ça que je me suis retrouvé à coacher des coachs sans être coach. Mais à l'époque, le coaching n'existait pas. On appelait ça analyse de pratique, on appelait ça accompagnement ou thérapie. Donc, c'était pas le coaching. J'ai supervisé des coachs avant que les coachs existent, quoi. C'est fort. Ah, non, mais c'est quand même l'appellation est quand même récente, mais l'accompagnement, ça existe depuis l'aube de l'humanité. C'est pas pour rien que je travaille sur une orientation que j'appelle coopérative, approche systémique coopérative. C'est parce que je pense que on construit pas une vie, ça se construit pas tout seul dans son coin. Ça se construit avec d'autres, avec des amis, avec des ennemis, avec des indifférents, avec des témoins. Mais il y a pas de problème ou de solution qui se construisent pas à plusieurs. On peut s'attribuer le mérite ou accuser les autres de la responsabilité, mais c'est toujours des constructions collectives. Donc, a priori, les termes changent, mais le fait de s'accompagner les uns les autres dans les difficultés de la vie, c'est depuis l'aube de l'humanité que ça existe. Bien, merci en tout cas à l'un et à l'autre d'avoir participé, enfin à chacun d'avoir participé et à Martine et à François d'être intervenus. D'ici quelques heures, on va publier le replay de cette petite conférence qui permettra aux autres qui n'ont pas pu être présents d'assister. J'ai mis le lien vers le podcast avec François Delivray. Pourquoi je dis François Delivray? Parce François que, Ballot. parce que tu travailles beaucoup avec François Délivré, que je Ouais, connais bien aussi, aussi. qu'on s'est rencontrés, et c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. D'ailleurs, je l'interview demain. En tout cas, j'ai mis en lien l'épisode avec François Balta sur la systémique coopérative, justement, qui m'a permis de poser des questions sur son livre. Merci à chacune, à chacun, et puis à très bientôt pour un nouvel événement. Merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir invités. Salut Martine, Au à revoir, appétit. au revoir François, au revoir Merci. tout le monde. à la Et à prochaine. Merci bientôt. beaucoup. De nouvelles Merci pour le petit aventures. déjeuner. Merci à Merci. vous.